Bonjour. Bonjour. Oh, j'adore le manège. Allez, allez. Bonjour. Bonjour. Oh, j'adore le manège. Allez, j'adore le manège. Le manège. Manège. Bonjour. 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 J'adore le manège. Celui-là, il est trop marrant. Vous avez pas d'audio, j'ai oublié de vous mettre un audio. Attendez, j'arrive. Bonjour. Ok. Là, normalement, c'est bon. Je suis désolée, je suis giga en retard. J'étais complètement pris dans mes occupations et j'ai pas du tout vu l'heure. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est pas trop haché ou saturé? Est-ce que vous êtes prêts pour ce live people? Yes! Trop cool! T'es pas prêt pour ce live people, Paul? Super. Bon bah on attend que Paul soit prêt. Tu nous dis quand c'est bon, Paul, on t'attend, hein. Je vais tapoter nerveusement ma montre. Ah, t'es prêt, tout va bien. Ouais. Vraiment, j'étais... Attention, petite ASMR, je tapote ma montre. J'ai 40 de fièvre. Oh, mon pauvre. C'est la grippe? C'est le Covid? C'est quoi? Pauvre chat. Treizième jour. 13e jour. Est-ce que t'as eu d'autres choses avant la grippe? Et là, t'enchaînes? Puis, je suis de tout cœur avec toi. Syndrome grippal. Ah ouais, ça veut dire la grippe plus longtemps que la grippe, quoi. Pas cool. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que ça fait plus de 10 jours que t'as de la fièvre? Ça fait 8 jours avec une pause vendredi, samedi. Je suis vraiment, vraiment désolée parce que la dernière fois que j'ai eu de la fièvre, ça remonte à beaucoup d'années. Mais j'en ai pas eu longtemps et je me souviens vraiment de quasiment rien, mais apparemment je délirais de ouf. Je regarde un souvenir très confus de Mary Poppins que j'ai regardé en boucle. Et apparemment, selon mon père, j'étais dans ma couette, dans le canapé chez mes parents.
et je parlais à mes Playmobil en mode de vraie conversation, j'attends le temps qu'on me réponde et puis tout ça. Voilà, c'est à ce moment-là où mon père a commencé à vraiment s'inquiéter pour moi parce que j'étais en grosse conversation avec mes Playmobil dans le salon. Ouais, c'est trop flippant. C'est des souvenirs plutôt marquants de mauvaises. Tu sais que c'est pas bon comme bail, quoi. Alors, j'aimerais vous montrer l'état de mon bureau parce que là, vous pouvez pas voir, mais c'est de plus en plus rempli. Il y a de plus en plus de choses partout. J'ai plus de place nulle part. Peut-être qu'il va falloir un nouveau bientôt que je récupère une nouvelle planche avec des nouveaux tréteaux pour faire un nouveau bureau. Bref, coucou à Koufem. J'adore dire bonjour alors qu'on s'est littéralement vu il y a 3 minutes. C'est parti les amis. Aujourd'hui donc, on a dit coucou Clarou. Le live people qui n'avait pas eu lieu la dernière fois. Et la preuve qu'il y a plus de monde aujourd'hui. Car Paul n'a pas badminton car Paul est malade. Yes. Transition qui déchire, que je n'ai toujours pas fait tout ça. Bref, voilà. Transition qui déchire. Et je suis de retour sur ce magnifique setup avec, comme vous pouvez le constater, ce magnifique PowerPoint que j'ai fait moi-même sur Paint. Comme par ici, tout est fait sur Paint. Tel Mariam, alors je n'ai pas la ref. Il faut que tu m'expliques parce qu'en fait, je n'ai pas la ref, Paul. Il faut savoir ça. D'ailleurs, à la base, le live devait avoir lieu un mardi. Et je voulais arriver en disant salut everybody, tout le monde. C'est mardi, c'est bientôt le week-end, comme dans Fatal. Et en fait, on n'est pas mardi. Donc. Mais j'aime trop ce moment. Salut everybody, tout le monde. C'est mardi, c'est bientôt le week-end. Du coup, on se retrouve pour un nouveau live people. Enfin, pour moi, pour mon premier live people. Attention. Alors, j'ai prévu pour vous des inzinades, évidemment. Comme vous pouvez le constater, déjà, il y a un générique. Enfin, un générique. Un montage absolument au poil. Comment ça, j'ai mal cité ? C'est coucou everybody, tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. On me dit que j'ai mal cité, mais je veux la source. Ah, ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Ok. Ok, pardon. Tant pour moi. Je présente mes excuses à la France aujourd'hui, et en particulier au, je sais pas combienième arc est le cinéma, 7e je crois, parce que 9 c'est la BD, pour cette citation erronée. Pardon. Donc, on est là pour du people, et ça tombe bien parce que les gens qui me connaissent savent. Le 8 c'est la photo normalement. Je crois. 7 cinéma, 8 photos, 9 BD, 10 jeux vidéo. Dans mes souvenirs, c'est ça.
Si vous me connaissez, vous savez que je n'ai pas la ref. Parce que je connais pas les people. Je suis très mauvais. Vraiment extrêmement mauvais. D'ailleurs, j'ai fait une intro beaucoup trop rapide parce que je suis arrivée giga en retard, mais j'ai une jolie marinière en dessous. Mais il fait trop froid dans ma chambre. Du coup, j'ai mis mon pull de pyjama. Il est incroyable. Je l'ai trouvé dans un placard chez mes parents. À l'intérieur, il y a genre de la doudoune. Trop confortable. Alors ça sera effectivement 50 minutes outside. Outside de ma zone de confort, a priori. Donc, à la base, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour, j'allais dire, attirer le chaland, ce qui est, une expression complètement fausse et bizarre, et deux, quel rapport avec la ville de Chaland, je ne sais pas. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un live qui change un petit peu de d'habitude, et pourquoi pas parler de people. Je viens de lire le commentaire de Juju qui dit vivant les 50 minutes inside. Je suis à 2 doigts de te ban. J'hésite à te bannir pour ça. À la place, je réponds de manière pacifique en envoyant une emote de Ursula Requin avec un nunchaku. Emote que vous pouvez débloquer si jamais vous vous abonnez à ma chaîne. Bon, j'ai appuyé Ono. Purée. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Je savais pas que t'avais fait ça. Enfin, si, j'avais vu que t'avais fait ça, mais j'avais oublié que t'avais fait ça. Espèce de petit bâtard qui prend mes emojis là pour en faire autre chose. Donc, en plus, du coup, j'y connais pas grand chose en people et j'y connais pas grand chose en couple, tu vois. Enfin, pas en couple, voilà. Genre, ça va, j'ai déjà été en couple, je suis en couple, ok, c'est bon, ça va. D'accord? Juste, tu vois, tu me dis couple célèbre et je suis comme, ok, célèbre de quoi? Célèbre pourquoi? C'est qui? En plus, fun fact, moi, quand on me dit des couples célèbres qui ont changé le monde ou qui ont révolutionné des choses ou qui ont marqué l'histoire, le premier, en fait, le seul quasiment, enfin, en fait, je pense à deux et c'est facile parce que c'est Pierre et Marie Curie sur leurs travaux pour leurs travaux sur la radioactivité naturelle, et Irène Joliot-Curie, donc la fille de Pierre et Marie Curie, et son mari, qui ont eu un prix Nobel pour leurs travaux sur la radioactivité artificielle. Et voilà. Du coup, j'ai pris ce thème et je réfléchissais et je me disais, bah quand même, des gens qui ont changé le monde. C'était pas des jumeaux? Non, je crois Irène Joliot-Curie, c'est Irène Joliot-Curie et son mari. Parce que Joliot, c'est le nom de famille de son mari. Et oui, bon, je le sais parce que j'aime beaucoup lire des articles Wikipédia sur la radioactivité et tout ça, mais aussi parce que dans un comics que j'aime beaucoup, qui est La Brigade Chimérique, qui est un comics francophone coécrit par 4 personnes différentes, en particulier Fabien Wellman au scénario, il y a Irène Joliot-Curie qui est là, et c'est trop bien. Non mais je suis désolée, mais moi Pierre et Marie Curie, c'est quand même trop stylé. Du coup, j'ai regardé un peu sur internet, c'était quoi les bails, tu vois. Quoi les bails des couples qui, a priori, ont marqué l'histoire ou ont changé le monde. Alors, fun fact, je trouve que
les couples qui ont été cités ont vachement moins marqué l'histoire que Pierre et Marie Curie et Irène Joliot-Curie et son mari. J'ai encore oublié son prénom. Donc, voilà. Mais non, mais alors, je voulais pas parler de couples fictifs. Je voulais parler de couples réels. Et de couples réels qui ont eu un impact. Effectivement, ça devrait être, je pense, en fait, un live de la Saint-Valentin. Mais la Saint-Valentin, c'est dans trop longtemps. Salut Vénus. On fera un autre live people pour la Saint-Valentin, probablement. Peut-être pour la Saint-Valentin, on fera un live people sur les couples fictifs. Mais là, je voulais, voilà, je voulais des vrais. Moi, mon couple people préféré, on en a déjà parlé. Voilà, c'est Pierre et Marie Curie. Bon. Non, mais maintenant, trop tard, j'ai dit. Maintenant, j'en ai trouvé d'autres, et du coup, j'en ai d'autres à expliquer et tout. Mais je suis désolée, mais moi, je les trouve vraiment cool. Voilà. donc, on y va. Bah, j'en viens, c'est la suite du live, tu vois, c'est la surprise. D'abord, donc, j'ai fait les recherches sur les internets. Google m'a proposé ça comme truc. Et je me suis dit, ah bah chouette, ça existe, on va chercher. Ah oui, bah oui, ça m'arrive de stan des hétéros, pas souvent, mais des fois, voilà. Des fois, il faut reconnaître que le prix Nobel de physique a été mérité. On en a parlé, voilà. J'ai décidé donc de me contenir à des couples réels parce que les couples fictifs m'ont vraiment rendu zinzin. C'est-à-dire comme vraiment des gens, il y a des gens, on leur dit tu choisis un couple et ils stannent Naruto et Hinata. Ils vont stan Sasuke et ça ne va pas. Je suis désolée. Déjà bon. Voilà. Donc les couples fictifs m'ont beaucoup trop fâché. J'étais vraiment trop saoulée que tout le monde dise oh, Sasuke et Sakura ils sont parfaits pour aller ensemble. Vraiment non. 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 À aucun moment. Donc j'étais fâchée et je me suis dit donc on va aller sur des couples réels. Des couples de gens vivants ou morts, mais voilà. Donc j'ai trouvé un super article de Femme Actuelle. Super article dans le sens où pas super. Et donc voilà, les couples qui ont marqué l'histoire, qui ont été cités, c'était Cléopâtre et Marc-Antoine. Alors ok, historiquement parlant, il y a un impact, je vois, ok. Je préfère Eren et Mikasa dans le genre, non mais ils sont frères et sœurs, non, 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 je trouve, non, les couples c'est bon. Les gens ne savent pas shipper les personnages. Ça me fâche. Ensuite, il y a Héloïse et Abélard. Qui s'en branle même d'Héloïse et Abélard. Probablement pas ma pote Annabelle, donc c'était le sujet de mémoire, mais franchement c'est chaud. Enfin, après il y avait Salvador Dali et Gala, j'étais comme d'accord. Je m'en branle un peu, j'avoue. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Excusez-moi. Est-ce que vraiment il y a des jours où on se dit on va stan Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir? Bitch, please, non. J'ai des choses plus intéressantes à faire dans ma vie. Et ensuite, le dernier couple qui était cité par donc ce merveilleux article de Femme Actuelle, c'était la reine Victoria et le prince Albert. Voilà. Voilà. Ça nous rajeunit pas. C'était un vieil article. D'ailleurs, j'ai aussi, grâce à tout ça, trouvé plein de sites internet, dont un qui s'appelle Presque 30 ans, d'une meuf qui tient le blog depuis 10 ans
Donc en fait, au lieu d'ouvrir un nouveau blog qui s'appelle Presque 40, elle a continué à garder un blog qui s'appelle Presque 30 ans. Bref, j'ai beaucoup erré sur les internets, donc à la recherche de sujets people à vous donner, à des choses croustillantes à se mettre sous la dent. Et je me suis dit que j'allais faire les trucs moi-même et que j'allais prendre les choses en main parce qu'en fait, franchement, c'est ridicule quoi. Donc, c'est parti. Attention, il y a à chaque fois dans le titre un indice pour que ça vous aide à deviner. Est-ce que vous avez une idée? Et non, c'est pas Pierre et Marie Curie. Ouais. Je l'ai dit comme si j'étais Light Yagami en mode prends une chips que je mange. Tout va bien, je ne suis pas Light Yagami, soyez rassurés. Bah non, désolé à Koufem. Attention, deuxième indice pour vous, chez vous, à la maison. Est-ce que vous l'avez? Non, pas Harry Potter et Voldemort. On a dit le crush note. Et je note des noms dans le cahier des crushs. Est-ce que vous avez deviné? Il y a deux indices. Je donne ma langue à Vénus. Alors, d'abord, il y a une blague parce que du coup, j'ai écrit le coup de foudre et Kiroa, il maîtrise la foudre. Et oui, bravo, c'est Juju qui a trouvé. Bravo Juju, t'auras un cadeau. Le premier couple, c'est Takeuchi Naoko et Togashi de Yoshihiro parce que, alors plein de raisons, mais parce que d'abord, effectivement, ça, c'est un couple qui a révolutionné l'industrie du manga. Oui, mais ça a changé le monde. Je sais que c'est des people de niche, mais c'est des people qui ont, premier degré, changé le monde. Et littéralement, c'est deux personnes qui ont changé la façon de consommer des mangas et la façon de considérer des mangas. Et j'ai trouvé plein de gens qui parlaient de Togashi, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, Togashi, il est hyper célèbre. Je suis absolument désolée, j'avais fait un super beau PowerPoint. Je me fais chier à détourer toutes les images et tout. Et j'ai dû le passer en PDF parce que sinon, je ne pouvais pas vous le montrer. Et il a laté toute la qualité. C'est immonde. Très déçu. Très, très déçu. Et donc, aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de Togashi, écrivent beaucoup sur Togashi. Mais pas oublier que le man a littéralement épousé Naoko Takeuchi, qui est l'une des plus grandes autrices du monde. Et il y avait un man qui faisait un récap sur c'est qui Togashi, et il disait pour les fans de manga et d'anime, le mariage de Togashi est assez intéressant. Après tout, l'une des personnes concernées est un artiste de renommée mondiale qui a créé l'une des franchises de manga et d'anime les plus appréciées de tous les temps, définissant un genre et rencontrant un succès mondial, et l'autre est Yoshihiro Togashi. Et c'est très vrai. Les gens aujourd'hui parlent beaucoup de Togashi alors que littéralement Takeuchi, elle a tout changé. Petite bio vite fait, donc elle est née en 1967, elle est pharmacienne, elle a fait des études de médecine et de pharma, elle a fait je sais plus si c'est un master ou un doctorat qui est spécialisé sur les ultrasons, comment est-ce que ça peut aider à soigner les gens et sur la façon dont les ondes se diffusent. Et en 91, elle lance une mini-série qui s'appelle Sailor V. Et en fait, ça marche de ouf. Les adolescentes en particulier sont hyper fans. Et en fait, la Toei, qui est une chaîne d'animé et qui est aussi une grosse maison de prod, va pousser la maison d'édition qui s'occupe de Takeuchi donc à lui faire une série longue. Ce qui fait que
la série est lancée en 1992 et l'animé aussi. Elle a écrit le manga et l'animé en même temps. Sachant que l'animé, elle l'a pas laissé de côté. Elle était showrunneuse sur l'animé, elle écrivait les épisodes et elle a aussi écrit les chansons. Elle a écrit la plupart des openings, c'est elle qui les a écrits. Il y a des chansons dedans qui ont été écrites par elle. Et en fait, elle a un succès vraiment complètement fou dès le début. Ça a extrêmement bien marché. Bon, bah, évidemment, ça a le succès que vous connaissez qui est complètement retentissant. Et en fait, elle crée une boîte de prod. Et avec cette boîte de prod, elle va produire pas mal de ses animés par la suite. Et elle va aussi utiliser cette maison de prod pour produire plein d'autres séries. Et le truc est très marrant parce que elle a rencontré Yoshihiro Togashi dans une soirée qui avait été organisée par les maisons d'édition pour les mangaka célibataires. Ils se sont rencontrés en 1995 dans une soirée de speed dating pour les mangaka célib. Je trouve ça absolument zinzin comme histoire. Vraiment origin story trop weird. Et ils ont commencé à se date. Voilà. Togashi était pas hyper à fond. Il était genre non, je suis pas sûre. En fait si, en fait non. Bref, le man est chiant. Et, il dit non, mais finalement, est-ce qu'on peut pas être un couple libre? Non, mais attends, en fait. Et puis bon, il y a un moment, elle lui dit franchement, Togashi, tu me casses les couilles, je me casse. Et il a dit non, attends, reviens. Et ils se sont mariés. Et ils ont 2 enfants et tout. Donc voilà, ils sont mariés en 1999. La photo de leur mariage est là du coup. Le petit lapin, c'est la façon dont Takeuchi se dessine dans les mangas. C'est ouf. Bah, moi, je trouve cette histoire assez marrante. Et donc, Takeuchi, elle a pas fait que Sailor Moon, donc elle a fait d'autres séries aussi. Avec sa boîte de prod, elle a produit des animés de Togashi. Et elle était collaboratrice sur le tome 1 de Hunter x Hunter. Elle était manager et elle était aussi encreuse. Il y a certains personnages du tome 1 de Hunter x Hunter qui ont été créés par Takeuchi. Et ça se voit dans la façon dont ils sont écrits les personnages. Et donc voilà. Et Togashi, il est né, donc il a 1 an de plus, il est né en 66. Il fait des études, lui, pour être prof. Ça le motive pas tant. Et en fait, il dessine depuis qu'il est kiddo. Et en fait, il dessine depuis hyper longtemps. Et donc, il envoie tout ce qu'il dessine et des publications à des prix. Et en fait, il gagne un prix super jeune et il est contacté directement par Shonen Jump. Donc, au Japon, les mangas, ils sont publiés chapitre par chapitre toutes les semaines dans des revues, dans des magazines. Shonen Jump, c'est l'un des plus célèbres. Justement. Et donc c'est Shonen Jump qui a été le chercher. Il a commencé en 1990 sa série Yu Yu Hakusho, qui est moins connue en France et en Europe, mais qui est extrêmement célèbre au Japon. Il y a eu aussi un animé de Yu Yu Hakusho. Et entre 95 et 97, il a fait Level E en français, voilà. Et c'était... J'avais mis... Vous avez peut-être mis des photos de tout ça. Je parle, mais il y a à peau. Ça, c'était donc Yu Yu Hakusho. Le personnage principal, c'est le man au milieu. En fait, le man meurt. Et on lui dit attends, tu veux pas devenir détective pour les fantômes. Et en fait, quand tu fais ça avec ses doigts, il lance un rayon laser qui pulvérise les fantômes. Il fait piou piou piou. Après, il a fait une autre série donc, qui s'appelle Level E, qui est cette fois un espèce de seinen paranormal avec des enquêtes. C'est d'ailleurs la société de prod de Naoko Takeuchi qui a produit les épisodes en animé de Level E. Et en 98, il a commencé Hunter x Hunter. Donc c'est la série qui l'a vraiment fait connaître mondialement. Mais ça faisait déjà longtemps que sa réputation, elle était plus à faire. Et ils ont collaboré tous les deux pour faire un livre pour enfants qui a été écrit
par Takeuchi Naoko et dessiné par Togashi Yoshihiro. Il y a plein de petites anecdotes assez marrantes dans les rabats des mangas. Si vous lisez des mangas, vous avez la ref, sinon je vous explique. En général, les mangas ils sont imprimés avec une jaquette, et à l'intérieur de la jaquette, sur les petits rabats, souvent, il y a des bonus. Et souvent, c'est des petits commentaires des auteurices. Et donc, en les lisant, on apprend un peu plus. Et donc, dans les rabats, ça, de Hunter x Hunter et de Yu Yu Hakusho, non, surtout de Hunter x Hunter, en fait, on en apprend plus sur leur relation. C'est là qu'on apprend qu'ils ont 2 enfants. Et il y a plein de trucs trop drôles. Et donc, il y a un moment où, dans les rabats de Hunter x Hunter, j'ai découvert que quand Takeuchi Naoko, elle était enceinte, elle était éclatée de tout, elle voulait rien faire. Et du coup, elle demandait à Togashi de lui faire la lecture. Et il voulait lui lire des romans policiers. Et en fait, elle en avait trop marre de ces romans policiers péraves. Et du coup, elle lui a demandé de lui faire la lecture d'une série de romans érotiques. Du coup, il passait juste des heures à lire des romans érotiques à sa femme enceinte de 8 mois pendant la canicule. Et apparemment, elle était très contente. Je trouve ça trop drôle. Et c'est 2 personnes qui se sont pas mal aussi influencées en fait, dans leur carrière. Là, c'est pas une image de l'original de Sailor Moon, c'est une image du remake qui est fait pour les 50 ans, parce que c'est cette année, les 50 ans de Sailor Moon. Et donc, il y a un film d'animation qui sort, qui va sortir sur Netflix normalement, ou alors qui est déjà sorti, mais dans mes souvenirs, enfin, je l'ai pas vu passer. Et donc, qui va être un reboot avec une nouvelle animation. Et c'est aussi des personnages qui se sont pas mal inspirés l'un l'autre avec leur thématique. Ça se voit en fait dans la façon dont sont construites les histoires. Et je trouvais aussi que c'était intéressant d'en parler parce que Sailor Moon, c'est l'une des premières fois où on a un couple lesbien à l'écran. Et Hunter x Hunter, il y a aussi le personnage de Gon et le personnage de Killua qui sont profondément, franchement, in love, on le sait, ça se voit, ça n'est pas dit, mais ça se voit. Et autant la relation entre Sailor Uranus et Sailor Neptune avait été censurée, autant Togashi essaye d'éviter un peu les écueils en n'en disant pas trop. Mais franchement, je trouve que la façon dont c'est écrit, ça se voit que les 2 personnages sont très amoureux. Et il y a aussi dans Hunter x Hunter le personnage de Kurapika qui en VO est jamais genré. Et qui est du coup pour pas mal de personnes genderqueer et non-binaires une icône genderqueer. Et pour moi aussi, j'adore Kurapika, c'est mon personnage préféré. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le couple numéro 1. Est-ce qu'on passerait pas au couple numéro 2 ? Alors attention, couple numéro 2, premier indice. Est-ce que vous l'avez ? Alors les indices sont extrêmement de niche, vraiment. Bien tenté, mais c'est pas ça. Ok. Deuxième indice pour vous à la maison. Normalement, Louise, tu dois l'avoir. Franchement, t'es mon poulain, je crois en toi.
Yes. Merci Louise. Quoi? Oui, oui, bah oui, 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 tout à fait. C'est ça. Bien joué. Le deuxième couple, du coup, la bague au doigt, c'est une double blague parce que elles se sont mariées en 2019, mais aussi elles ont été connues en particulier auprès du grand public pour leur fanfic et leur fanart sur Le Seigneur des Anneaux. Et elles en ont écrit chacun de leur côté énormément. Donc, on commence par Molly Knox Ostertag, si vous voulez, donc qui est à gauche. Elle est née en 1991. Elle a sorti un premier webcomic qui s'appelle Strong Female Protagonist, qui a été écrit par Brennan Lee Mulligan, et qui a commencé à sortir en 2012. Et elle a aussi dessiné deux numéros de la série Tales of the Night Watchman. C'est une série de BD horreur qui est commencée à sortir en 2011, qui emploie plein d'auteuristes différents. Et elle en a écrit et dessiné deux numéros qui font toujours partie des plus populaires de la série. Et elle a travaillé dans le cinéma d'animation, donc c'est vraiment webcomic, roman graphique, ciné d'animation. Elle a travaillé sur Star vs The Force of Evil, et ensuite elle a travaillé sur The Owl House. Et donc l'autre personne, c'est Andy Stevenson, Nate Stevenson, qui est connu pour pas mal de choses, en particulier Nimona, les Lumberjanes et She-Ra. Et elle a commencé à publier sur Tumblr des fanarts, donc sous son pseudo qui est actuellement son pseudo actuel de partout, qui est Ginger Haze, des fanarts de Lord of the Rings hipster. Et elle lance en 2012 un webcomic sur le personnage de Nimona, qui était son projet de fin d'études. Et elle est repérée par un agent. Et donc, elle signe chez HarperCollins pour Nimona en roman graphique. C'est un roman graphique assez génial, qui est très absurde sur la façon dont se présentent les interactions entre les personnages, et en particulier le personnage principal, qui est très inadapté aux codes sociaux et à tout ce qui se passe autour de lui. C'est un très très cool roman graphique que moi j'ai adoré. Et ensuite, elle rentre chez Boom Studio, donc, qui est un studio de production de contenu, que ce soit des comics, parce qu'il y a un magazine, mais aussi des séries. Et il va co-créer la série Lumberjanes, qui est une série pour enfants, enfin pour enfants-ados, une série jeunesse, avec 4 et 5 autres auteurices. Et chaque personne a créé un personnage, et c'est des gamines qui sont dans un camp de vacances. C'est une grosse inspiration, un gros succès aux États-Unis. Ça a inspiré d'ailleurs Axel Lenoir pour L'Esprit du camp, qui est similaire sur plein de points aux Lumberjanes. Et Molly Ostertag, elle a aussi donc publié pas mal de webcomics et de comics en parallèle, soit des fanzines, soit vraiment directement des comics. How the Best Hunter in the Village Met Her Death. Donc voilà. Et en 2018, elle commence à se dater, et c'est le moment où Nate Stevenson commence à travailler sur She-Ra and the Princesses of Power. Je crois qu'elles se sont rencontrées en 2017 ou un truc comme ça. Et c'est
ça a été dit et c'est très clair. Nate Stevenson a dit dans plusieurs interviews que effectivement Molly Knox Ostertag avait énormément inspiré la série de She-Ra et avait énormément contribué, pas officiellement, mais officieusement à l'écriture des personnages. Et ça je trouve que ça se voit dans sa façon d'écrire les persos. Elle est aussi, scénariste pour The Owl House. Et je trouve qu'il y a des similitudes dans la façon dont sont construits les personnages. Donc voilà. Elles se sont mariées en 2019. Et elles avaient une énorme épée pour couper le gâteau, car c'est aussi beaucoup une bande de gens qui font du roleplay grandeur nature et qui sont beaucoup trop fans du Seigneur des Anneaux. Molly Knox Ostertag a d'ailleurs sorti sa publication du Seigneur des Anneaux qui s'appelle All the Ways There Were, et c'est elle qui a lancé le hashtag HobbitGay, présente un peu, qui revient sur l'aventure du point de vue de Sam, sachant que ça a été, sachant qu'elle l'a fait en fanfic et aussi en BD, et c'est très très beau. J'ai beaucoup pleuré en le lisant, c'était très très bien. Et là récemment, qu'est-ce qu'elles ont fait? Pendant que Nate Stevenson travaillait sur She-Ra, c'est le moment où Molly Knox Ostertag elle travaille sur The Witch Boy, qui est une trilogie de romans graphiques. En France, c'est traduit et édité aux éditions Kinaï, qui ont d'ailleurs aussi traduit et édité son dernier roman graphique, La fille de la mer, que je recommande, qui est très chouette. Et donc c'est une trilogie sur une famille de sorcières et de sorciers. En fait, les femmes sont sorcières et les hommes sont métamorphes. Et on suit le personnage d'Aster qui ne veut pas du tout être métamorphe et qui aimerait beaucoup, lui aussi, être une sorcière. Donc il décide de suivre des cours en scred. Et donc ça parle évidemment de transgression des normes et des lois sociales. Ça parle de s'adapter en tant que personne à une société, ou de faire changer la société, de trouver sa voie. C'est super chouette. C'est vraiment très adapté aux plus jeunes. Et il y a 3 tomes qui sont tous les 3 très très chouettes. Et donc à partir de 2020, donc Molly Knox Ostertag travaille sur The Owl House. Nate Stevenson publie The Fire Never Goes Out, qui est c'est une compilation de son ancien Tumblr et une compilation de notes de ses carnets, en fait, qui revient un petit peu sur toute la période entre 2012, je crois, et 2017, le moment où se lance She-Ra. Donc, qui parle beaucoup de difficultés sociales, de dépression, qui est très fort aussi. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé. Il n'a pas été traduit. Je l'ai en anglais, mais il n'y a pas eu de traduction et de parution francophone qui a été faite. Et en ce moment, on ne sait pas grand-chose. Donc Molly Knox Ostertag écrit toujours pour The Owl House. Et Molly Knox Ostertag a déposé fin 2021, non, fin 2020, je sais plus, voilà, un projet enregistré à son nom qui s'appelle Neon Galaxy pour Disney Television Animation. Donc, peut-être une série showrunnée par Molly Knox Ostertag, on croise les doigts. Et en 2021, il a été annoncé qu'il y aurait une adaptation animée musicale de The Witch Boy. Ça a été annoncé par Netflix en 2021, donc ils ont déjà commencé à travailler dessus normalement. On devrait avoir peut-être un long métrage, peut-être une trilogie, on n'en sait vraiment pas plus. Et
Nate Stevenson a relancé un webcomic sur la plateforme américaine Substract, qui est une plateforme un peu comme Patreon en France, une plateforme payante de webcomic, donc qui s'appelle I'm Fine, Just Understand, où elle parle de son coming out non binaire qui s'est fait il y a 2 ans, je crois, et qui fait de lui la deuxième personne non binaire à showrunner une série. Bravo. Voilà. Et donc, je les ai mis car ce sont 2 personnes qui ont complètement changé la façon de travailler dans l'industrie du webcomic et du comics américain. C'est 2 personnes qui ont eu des prix très très jeunes, qui ont des carrières assez fulgurantes et qui sont aussi des personnes qui touchent à tout parce que c'est des gens qui font du roman graphique, du webcomic, de l'animation, des choses pour les adultes, des choses pour les enfants, et qui travaillent énormément sur la visibilité et la représentation queer. C'est un couple qui est extrêmement engagé politiquement et bien d'avoir ça. Très bon power couple à avoir sous le coude. Voilà. Est-ce que c'est parti pour le 3e top 3? Je passe une pause pour boire et manger mon triangle de Toblerone. Ok, top 3. 3e couple. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous voulez un indice? Bien joué, Clara. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est Marie et Gauvin. Et oui, évidemment. Évidemment qu'on stan les superstars ici. Quand même. Comment ça? Ben non, je suis désolée. Pas une blague, d'accord? Franchement, tu regardes. Est-ce que le monde de la couture, est-ce que le monde des arts manuels n'ont pas été complètement révolutionnés par l'arrivée de Canva Fatal? Eh bien si. Eh bien si. Et vous savez comment je le sais? Je le sais parce qu'il y a eu un reportage sur France 3 qui en parle. Je drop the mic imaginaire parce que je veux pas abîmer ce mic là. Voilà. Évidemment. Le troisième couple dont je vais vous parler dans ce live people, des couples qui ont changé le monde et marqué l'histoire, c'est Marie Boiseau et Gauvin Manhattan. Voilà. Et vous pouvez rien faire contre moi parce que c'est ma chaîne Twitch. Du coup, si vous connaissez pas Marie et Gauvin, bah déjà ils sont très gentils. Top 1. Top 1 dans mon cœur. J'ai oublié ma phrase. Marie Boiseau, elle est née en 1992. Je le sais car j'ai fait sa page Wikipédia récemment. Il y a une page Wikipédia et c'est moi qui l'ai fait. Je suis très fière. Elle est née à Guérande, en Bretagne. C'est une petite de chez nous, vous voyez. Pays de la Bretagne. Et du coup, Marie, elle a commencé à publier des BD sur Internet, enfin des illustrations en particulier. Et aussi, un truc que je trouve extrêmement impressionnant, mais Marie, elle travaille à la gouache. Et je suis désolée
désolée de vous l'annoncer, mais est-ce que vous avez déjà fait de la gouache? Comment c'est hyper dur. Rien que pour ça, déjà, elle gagne 10 milliards de points. Parce que... What? Même fait des choses avec de la gouache. Moi, j'en mets sur mes doigts et je fais... Et après, c'est raté. Voilà, c'est la fin. Bon, j'ai plein de choses à dire. Mais vous pourrez aller checker la page Wikipédia de Marie Oiseau. Clin d'œil à la caméra. Du coup, Marie, elle a publié des livres pour enfants et des livres pour les grands. Elle a publié La girafe pas de cou avec une autrice québécoise de livres pour enfants assez connue. J'ai oublié son nom, mais elle a un nom québécois. Probablement Tremblay ou un truc comme ça. Elle a fait aux éditions Lapin La grande aventure de Pistil, qui est un livre de cherche et trouve, qui est très bien mais qui est très dur. J'ai toujours pas fini parce que c'est très dur. Et elle a aussi fait Ni bon ni mauvais, ni tout à fait le contraire. Alors, je sais plus. Pourquoi j'ai un trou, je sais plus. Qui est plutôt une autobio de pensée et qui est aussi très très cool, très très beau, au crayon de couleur. C'est vraiment plutôt un monologue intérieur. J'aime beaucoup. Envie de leur donner mon argent. Alors, il y a des trucs très intéressants aux éditions Lapin, il y a aussi des trucs assez nazes. C'est Mimi, certes. Ça rentre dans le top 3 des maisons d'édition qui ont des noms chouettes, avec les éditions de ta mère, les éditions La Pastèque et les éditions Lapin. Mon top. Évidemment, qui m'a parlé des éditions La Pastèque en premier? Risotto, évidemment. Donc voilà, Marie, elle est connue pour ses illustrations. Les éditions Pow Pow, c'est vrai que c'est un nom cool. Il y a aussi les éditions Même Pas Mal que j'aime bien. Et donc voilà, elle fait des trucs trop chouettes. Et elle fait aussi des illustrations pour Canva Fatal. Et Gauvin, il a commencé... Il y a des articles vraiment genre dans Spécial Charente et tout ça. Sur les premiers trucs de Gauvin. Et donc Gauvin, quand il était au Beaux-Arts, il a commencé à bosser sur le Canva. Et en fait, il récupérait donc des vieux Canva, des brodait des parties pour, à la place, broder des références de pop culture et de jeux vidéo. Et Marie, elle est donc connue pour ses illustrations générales en très grand format, avec beaucoup de plantes, beaucoup de personnages, des femmes. Elle est aussi l'illustratrice de... Bah là, ça marchera plus parce que c'est la fin de l'année, mais de l'agenda 2022 de Cosette, Marie qui l'avait illustré. Voilà, et Gauvin, en 2020, il sort Peste, qui est un roman graphique avec très peu de couleurs, beaucoup de noir et blanc et de nuances de gris, c'est magnifique. Ça s'appelle Peste, c'est chez Vide Cocagne. Alors les éditions Vide Cocagne, elles ferment, elles n'ont pas déjà fermé, elles sont en train de fermer. Donc il va falloir se dépêcher si vous voulez les derniers trucs de chez Vide Cocagne, parce qu'après ça sera plus jamais réédité. Mais Gauvin a plein d'exemplaires de Peste. Vous pouvez acheter des exemplaires de Peste, écrivez à Gauvin. C'est une incroyable BD. Je suis extrêmement surpris. Là, je suis repassée un peu dedans parce que j'ai aussi fait la page de Gauvin, mais elle s'est fait strike par Wikipédia. Et j'étais persuadée que Peste avait eu le prix, le Fauve d'Or à Angoulême. Et en fait, pas. Et je suis absolument outrée. Je sais pas qui a gagné, mais j'aimerais que cette personne rende son Fauve d'Or à Gauvin car il était pour lui. Voilà. Comme le prix BD des Utopiales 2022, il était pour Léa Muraviec, le Fauve d'Or de 2021, là, il était pour Peste de Gauvin Manhattan. Franchement, ça me fâche. Ça me fâche comme ça. Et donc, Gauvin, il a lancé son entreprise qui s'appelle Canva Fatal. Il y a eu un shop en physique donc à Nantes. C'était rue Babonneau, qui était là pendant à peu près un an. Vendait des canevas, mais aussi des prints, des stickers de Gauvin et Marie.
Et donc, l'entreprise, elle a été lancée par Gauvin et Marie, elle est community manager et tout ça de Canva Fatal. Ils font ça ensemble. Donc, c'est trop bien. Et du coup, ils ont aussi proposé leurs illustrations à faire en Canva, qui est absolument génial. Et si vous ne connaissez pas Canva Fatal, allez-y, allez-y, allez-y. Très très bien. Dans mes notes, il y a écrit Peste parle de guerre, de mode, de bagarre et de trahison. Je sais pas vraiment comment résumer ça mieux que ça. À part vous dire que chaque page est plus incroyable que la précédente. Voilà. Et Marie, elle fait aussi plein de collabs avec plein de créatrices d'artisanat. C'est assez stylé. Très stylé. Et donc, Canva Fatal, c'est génial parce que dans les... Je sais pas comment ça s'appelle, les arts créatifs, et ben, c'est souvent effectivement des choses un peu datées. Par exemple, les broderies, les canevas, on trouve des trucs un peu plus récents, mais pas beaucoup. Et là, ben, l'idée géniale de Canva Fatal, c'était de proposer cette activité et donc des canevas, mais faits par des illustratrices contemporains et contemporaines. Et c'est brillant, en fait. Ça marche super. J'espère que ça marche super bien. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une des meilleures idées du monde. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais on est passé avec Clara dans un reportage pour France 3 pour parler de Canva Fatal, où on était appelé addict du Canva. Et en fait, je trouve que c'est une trop bonne façon de faire, une trop bonne idée. Et c'est aussi génial parce que ça permet, je trouve, aux illustratrices francophones de varier les projets et justement d'essayer quelque chose de nouveau. Et donc, ça permet aussi à des gens de se faire connaître par un public assez différent. Et justement, ça permet aussi d'amener des personnes qui sont à la base moins intéressées par le Canva, comme bah, par exemple moi, typiquement, vers un truc auquel... Enfin, franchement, je m'y attendais pas. Je me suis dit, bah vas-y, ça a l'air trop fun. Et en fait, j'aime trop ça. J'adore en faire. Ça me relaxe de ouf et je trouve que c'est une idée trop chouette. Et en plus, après, t'as une super illustration et en plus, c'est à moitié toi qui l'as fait. Genre, ou c'est moi qui fais tout ça. Tout doux. Voilà. Mon argument numéro 1 de vente des canevas de Canva Fatal, c'est que imagine, on te dit tu vas avoir un poster de ta personne, d'un illustrateur ou d'une illustratrice que tu adores et en plus ça sera tout. Ok. Là, on arrive sur le numéro spécial. On va, comme vous pouvez vous en douter, parler d'animation, puisque le titre c'est On ne badine pas avec l'anime. Est-ce que je suis fière de mes titres? Oui. Oui, oui, oui. Hyper fière de moi. C'est un titre spécial qui va pour 2 couples. Est-ce que vous devinez ou pas? C'est ok si vous devinez pas. Pendant ce temps-là, je vais manger bien mon triangle. Non, ce n'est pas Julien Lepers. C'est même pas bien tenté. Je suis pas sûre d'avoir mis un indice pour découvrir. Non, y a pas d'indice. Est-ce que vous savez qui sont ces gens? En fait, c'est même au-delà de l'indice, c'est genre. Est-ce que vous savez c'est qui?
Flavie Flamand et Benjamin Castaldi. Non. Ça n'est pas Flavie Flamand et Benjamin Castaldi. Alors. Il y a un truc marrant et pas marrant à raconter par rapport à ça, c'est qu'en fait j'ai fait mon PowerPoint, tu vois, et j'ai cherché des infos sur tout le monde. Là, vas-y Juju, je crois en toi. Ok, j'attends, vas-y, je te laisse. Tu peux faire une périphrase si tu trouves pas le nom des gens, hein. Oui. Bravo. C'est à droite c'est Donna Terrace et à gauche c'est Alex Hirsch. Non. C'est le book de Gravity Falls. Le book d'Adventure Time, c'est Pendleton Yard. Mais presque. C'est tout à fait Donna Terrace. Et donc, presque, franchement presque, hein, vraiment, t'étais pas loin quoi. Alors, du coup, voilà. Et en fait, je suis tombée sur une note de blog enfin, sur une note de Tumblr de Dana Terrace qui date d'avril. Et en fait, ils m'ont rompu en avril. En avril 2022. Ils étaient ensemble depuis 2013. Et du coup, j'avais la flemme de refaire le PowerPoint. Donc tant pis, ils sont là. Mais ils sont plus ensemble. Youpsi. Voilà. Après, c'est ok, je crois Dana Terrace a l'air de plutôt aller bien. Donc c'est Toi qu'elle va bien, c'est tout ce qui compte. Je lui donnerai tout mon argent. Voilà. Donc en fait, ils sont plus ensemble. Surprise. C'est deux personnes qui ont travaillé dans le cinéma d'animation. Série d'animation en particulier, et en particulier pour Disney. Et donc, Alex Hirsch, il a créé Gravity Falls. En français, c'est Souvenirs de Gravity Falls pour Disney. C'est l'histoire de deux jumeaux, Diaper et Mabel, qui sont envoyés chez leur grand-oncle, Stan. Comme c'est leur great uncle, il l'appelle Grunkle. C'est leur Grunkle Stan. Au fin fond de la Cambrousse, il a une petite cabane dans la forêt où il fait croire qu'il est... il fait croire à tout le monde qu'il y a des trucs magiques qui se passent dans la forêt. Et du coup, il a une espèce de boutique de souvenirs où il vend que des trucs en toc, cheap, fabriqués par lui-même pour se faire plein de thunes. Et c'est très drôle parce qu'en fait, la série est vraiment basée sur les souvenirs d'enfance d'Alex Hirsch. Où en fait, il allait avec sa sœur jumelle chez leur grande tante, qu'ils appelaient Grunchy, dans un chalet dans les bois. Et donc c'est, je trouve ça assez fun. Dans les interviews, il dit que sa sœur Ariel, elle ressemble quand même beaucoup à Mabel dans sa façon de porter des sweats un peu affreux, mais qu'elle adore, et d'avoir un crush absolument ridicule toutes les semaines. Et que lui aussi est beaucoup inspiré de lui, enfin de comment il se souvenait de lui enfant pour écrire le personnage de Diaper qui est Pines, qui est un gamin très stressé par un peu awkward socialement et un peu angoissé de la vie. Donc voilà, et il commence à bosser à Cartoon Network, et c'est intéressant à noter, mais à ses débuts à Cartoon Network, il travaillait avec Pendleton. Pourquoi j'arrive jamais à dire son nom? Pendleton Ward, Patrick McHale et Justin Roiland. Et donc,
Alex Hirsch, il a lancé Gravity Falls. Pendleton Ward, il a lancé Adventure Time. Patrick McHale, c'est le showrunner de Over the Garden Wall. Et Justin Roiland, c'est le co-créateur avec Dan Harmon de Rick and Morty. Sachant que du coup, Alex Hirsch, il a fait des voix pour Rick and Morty, pour Gravity Falls, pour un peu toutes ces séries. Il a été voice actor aussi pour Phineas and Ferb. Du coup, tout le monde se connaît en fait. C'est un petit milieu l'animation quand même, mine de rien. Donc, il lance Gravity Falls. C'est une série en 2 saisons qui a beaucoup marché. Il y a eu 2 saisons, donc entre 2012 et 2016. Ça a été, c'est passé de Disney Channel à Disney XD. À l'intérieur de la diégèse donc de Gravity Falls, il y a 3 bouquins numérotés, des journaux. En 2016, il lance la Cypher Hunt, qui était une chasse au trésor mondiale. Et il y avait des indices à trouver dans plein de pays du monde, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis. Ça a été un espèce de phénomène assez zinzin. Et à la fin, coucou Aurore, à la fin, les gens ont découvert une statue géante de Bill Cipher dans l'Oregon, donc à l'endroit où est censé se passer la série. Et ça correspondait à la date de sortie du 3e journal de Gravity Falls. Et ça a tellement bien marché que, entre la chasse au trésor, les 2 premiers journaux qui étaient déjà d'ailleurs excellents, le bouquin a été numéro 1 des ventes pendant plus d'1 an. Il a été un best-seller assez impressionnant aux États-Unis. Il a aussi aidé à l'écriture de Into the Spider-Verse chez Sony. Et donc, l'autre personne, c'est Dana Terrace. Elle a commencé à travailler sur Gravity Falls en 2013, donc c'est comme ça qu'elle a rencontré Alex Hirsch. Elle a travaillé ensuite sur DuckTales, qui est la série d'animation sur la famille de Picsou, et en particulier les triplés et Donald. Et puis elle a aussi beaucoup travaillé sur la série animée de Réponse. En 2018, elle commence à travailler sur The Owl House pour Disney. Et elle travaille en parallèle avec Matt Braley, qui travaillait aussi sur Gravity Falls, ils se sont rencontrés là-bas, qui lui, à l'époque, travaille sur la série Amphibia, qui est aussi diffusée sur Disney. En fait, ils ont les deux showrunners et les 2 séries se sont co-créées en parallèle. Et en 2021, elle a gagné le Peabody Award pour The Owl House, et du coup une récompense pour les programmes télé. Donc à Skip, ils se sont séparés, voilà, je savais pas. Mais souvenir de Gravity Falls, donc si vous l'avez pas vu, c'est génial. Il y a 2 saisons, ça se dévore. C'est brillant. Et pourquoi je parle de ces 2 personnes? Parce que, d'abord, parce que le milieu de l'animation, c'est un petit milieu. Faut revenir aux sources. Et Alex Hirsch fait partie des sources avec Gravity Falls. Et aussi parce que c'est 2 personnes qui sont très engagées aussi pour la représentation. Et Alex Hirsch, il expliquait que il a voulu intégrer un personnage bi dans sa série, et en fait, il a pas pu. Ça a été complètement bloqué par Disney. Et il a un peu pété un câble sur les réseaux sociaux quand il y a eu la loi Don't Say Gay aux États-Unis. Parce qu'en fait, à la base, Disney a rien fait. Donc, les employés de Disney ont fait du forcing pour qu'il y ait un communiqué qui sorte en disant que cette loi, elle n'était pas acceptable. Parce que du coup, la loi Don't Say Gay, c'est la loi qui doit normalement interdire aux écoles de parler de questions de sexualité et de genre dans les écoles et aux enfants.
Et donc, il a un peu pété un câble et il a beaucoup dénoncé l'hypocrisie de Disney. Et Dan Atterley fait aussi partie de ces gens qui ont dénoncé l'hypocrisie de Disney, sachant que tous les deux se sont vus censurer leur série par Disney. Et franchement, si vous avez vu Gravity Falls, regardez The Hill House. Si vous avez vu The Hill House, regardez Gravity Falls parce que il y a beaucoup de similitudes dans les deux. La façon dont est construit le générique, la musique du générique, la façon dont sont présentés les personnages, la façon dont les interactions de groupe se passent. Donc voilà, c'est un peu genre Gravity Falls a dû se casser la gueule pour que The Hill House puisse fonctionner. Et bah ça fait chier. Et en même temps, bon, Alex Hirsch est aussi un mec qui se fout beaucoup trop sa gueule, donc je comprends plus mal si elle a rompu. Ah, j'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle est heureuse. Regardez The Hill House. Et du coup, j'ai un autre couple à vous présenter pour ça, qui est mon top 1 de cœur. Enfin, c'est Marie et Gauvin, même parce que je les connais, mais après mon top 1, c'est ce couple-là. Ah oui, du coup, j'avais pas fini mon diapo. Ça ne veut pas être prêt. Et du coup, voilà, donc dans la série, ça a créé The Hill House. Et donc, on a le personnage de Wendy qui, à la base, dans Gravity Falls, devait être bi, qui a été écrit comme un personnage bi et qui juste n'a pas pu avoir la meuf qu'elle méritait. C'est dommage parce que vraiment, elle a un copain qui est insupportable. Genre, insupportable. Oui, Aurore, c'est tout à fait ça. Non, c'est faux. C'était le couple... Je suis désolée, Aurore, mais si t'étais venue il y a 1 heure, t'avais la bonne réponse parce que j'ai déjà parlé de Andy Stevenson et Molinox Ostertag, mais c'est parce que... pour moi, Andy Stevenson et Molinox Ostertag ont plus révolutionné et ont plus marqué l'histoire du webcomic et de la fanfiction que l'histoire de l'animation. Et oui. Et donc, en fait, la seule chose qui a été autorisée par Disney pour Gravity Falls, c'est le shérif Rump et son associé, j'ai oublié son nom, et qui sont clairement ensemble depuis le début de la série et qui s'embrassent à la fin. Et c'est la seule chose qu'on ait pu avoir. Et il y a pas mal de choses qui ont été censurées, donc même sur The Hill House, mais Dan Atterley a tenu bon. Et du coup, aujourd'hui, on a Luz no Soda, qui est un personnage ouvertement bisexuel, qui c'est littéralement dit dans la série, donc c'est très chouette. Des personnages lesbiens, et aussi la première fois qu'on a un personnage non-binaire âgé, qui a plus de 40 ans, qui est Rain Whisper, qui est un très très cool personnage que j'aime beaucoup. Voilà. Regardez The Hill House, c'est la meilleure série. Voilà. Aurore, est-ce que tu sais qui c'est? Pour le coup, il y a beaucoup d'articles qui les présentent comme le power couple qu'on mérite. C'est Rebecca Sugar et Ian Jones-Quartey, qui sont donc tous les deux showrunners de séries. Rebecca Sugar, c'est la showrunner de Steven Universe. Et Ian Jones-Quartey, c'est le showrunner de OKKO Let's Be Heroes. Oui, j'en parle tout le temps, mais parce que trop bien. En plus, là, je viens de commencer à regarder OKKO et c'est vraiment trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Donc, je disais tout à l'heure que Nate Stevenson, c'est la deuxième personne non binaire à avoir showrunné une série. Parce que la première personne, c'est Rebecca Sugar.
Elle fait son film de fin d'études en 2009 et il y a 3 personnes qui sont créditées au générique. Donc Rebecca Sugar, Steven Sugar, son petit frère, et Ian Jones Quartey. Ce qui semble, si on croise les sources, de ce que j'ai compris plutôt, en fait, elles étaient potes depuis très très longtemps. Elles sont sorties ensemble et elles se sont mariées en 2019. Mes souvenirs sont. Donc voilà, c'est trop bien. C'est 2 personnes qui sont incroyablement douées pour l'écriture des personnages. Vraiment, c'est fou. Rebecca Sugar, elle s'est fait connaître donc son film de fin d'études. Et les gens vraiment ont été là, y chercher après son film de fin d'études. Et aussi pour un comics qui s'appelle Don't Cry For Me, I'm Already Dead. Donc, je le fais en français. Pleurez pas sur mon sort, je suis déjà mort. Et un hommage à Barney dans Les Simpsons, qui a très très bien marché, qui a beaucoup fait parler de lui. Elle a commencé à travailler sur Adventure Time comme storyboarder révisionniste. En fait, l'animation, il y a des gens qui font les storyboards, il y a des gens qui corrigent les storyboards et il y a des gens qui révisent les storyboards. Ça fait une hiérarchie: storyboard artiste, storyboard correcteur et storyboard révisionniste. Et en fait, elle a commencé sur la première saison en storyboard révisionniste. Et en fait, en vraiment très 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 peu de temps, elle est passée storyboard artiste. Parce qu'en fait, vraiment, cette personne était beaucoup trop douée. Les gens étaient comme ok. Tout le monde était hyper impressionné. Et donc, elle a été donc storyboarder artiste sur Adventure Time. Et Pendleton Ward l'a beaucoup encouragée à collaborer à l'écriture des personnages, à développer les personnages. Et elle a en particulier écrit le personnage de Marceline et développé le personnage de Marceline. En 2013, elle commence Steven Universe et elle finit par arrêter Adventure Time parce que c'est compliqué de gérer son travail de storyboard artiste et la série à showrunner. Parce qu'en fait, la personne qui showrun, c'est la personne qui va faire la trame narrative, mais c'est pas toujours cette personne-là qui écrit les épisodes, réalise les épisodes, storyboard les épisodes, parce qu'en fait, ça fait énormément de travail. Et les backgrounds, d'ailleurs, c'est son petit frère Steven Sugar qui est background designer sur Steven Universe. Et la série de Steven Universe a été écrite. Rebecca Sugar dit souvent donc écrit inspiré de son petit frère Steven et en hommage à son petit frère Steven. Et le man est franchement fortiche. N'hésitez pas à aller voir son portfolio. C'est assez impressionnant. C'est aussi un très très bon illustrateur. Et donc, Steven Universe commence en 2013 chez Cartoon Network. J'ai dans la biblio un très très bon article justement sur la représentation chez Cartoon Network en particulier. Il faut savoir que c'est l'une des chaînes qui fait le plus de choses pour la représentation et la visibilité des personnes racisées, des personnes queer. Elle a quand même fait des chansons pour Adventure Time jusqu'au dernier épisode. Oui, elle a fait donc beaucoup de chansons. D'ailleurs, c'est aussi elle qui chante le générique de fin de OKKO Let's Be Heroes de Ian Jones Quartey. Donc oui, même si elle était plus storyboard artiste, elle a continué à collaborer en fait avec Pendleton Ward pour Adventure Time jusqu'à la fin. Pareil pour le personnage de Marceline, elle a continué en fait. Ça n'a pas été un projet avorté. Enfin, l'écriture du personnage de Marceline a été en particulier décidée donc par Rebecca Sugar jusqu'à la fin. Steven Universe, il y a 5 saisons. À la base, ça devait être plus long. Cartoon Network
Cartoon Network se fait beaucoup, mais Cartoon Network n'est pas parfait, évidemment. Et donc, il y a eu pas mal de bagarres dans la série. Parce que il y avait des choses que Rebecca Sugar voulait montrer qui ne plaisaient pas à la chaîne. En fait, on a été cuté de ce que ça aurait vraiment dû être. Parce que Rebecca Sugar a dit je censurerai rien. Donc, il y a eu des pressions. Et donc, voilà. C'est d'ailleurs la même chose pour The Owl House qui, à la base, devait compter minimum 3 saisons. Et qui a été en fait annulée alors que la série était même pas encore vraiment sortie. Parce que Disney voulait pas que le personnage de Luz no Sedua soit un personnage bisexuel. Et parce que la chaîne, enfin Disney voulait censurer pas mal d'arcs narratifs avec des personnages queer. Et donc, en fait, quand la série est officiellement sortie sur Disney+, sachant que la plupart des épisodes avaient leaké, donc en fait, quand les épisodes sont sortis sur Disney+, moi j'avais déjà vu, je pense, la moitié de la saison 1. Il y a eu une com qui a été faite de la part des gens qui travaillaient sur The Owl House pour dire, bah franchement, streamez-la à fond sur les plateformes parce que si ça marche bien, on aura une saison 3. Mais c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau parce que ça avait déjà été cuté et donc on a 2 saisons, 24 épisodes et la saison 3 c'est juste 3 épisodes de 40 minutes. Ce qui fait que c'est compliqué de finir un arc narratif et donc de trouver une conclusion à la série de cette manière-là. Et Ian Jones Quartey, en fait il s'est fait connaître pour un webcomic qui s'appelle RPG World, qu'il a fait pendant des années. Et donc il a travaillé sur Adventure Time, il a travaillé sur Bravest Warriors, il a travaillé sur Steven Universe. Il a été producteur sur Steven Universe, il a fait des voix. Et du coup, en 2017, il lance donc sa série pour Cartoon Network qui s'appelle OKKO Let's Be Heroes, qui est vraiment vraiment très très fun. Ça se sent. Alors je trouve que effectivement de connaître l'univers des deux personnages et des deux personnes, surtout ça se voit, les influences et tout. Mais c'est très très drôle, très très bien construit. J'aime beaucoup. J'ai très très hâte de voir ce que ça donne par la suite. Là, je suis toujours dans la saison. Steven Universe, c'est une série qui a quand même gagné pas mal de prix. C'est le top numéro 1 de la série avec le plus de représentation queer. Donc c'est aussi une série qui a été ça. Et ça c'est le visuel de OKKO. Donc au milieu c'est le personnage de Keo, c'est le héros, c'est un petit kiddo et il veut devenir un héros. Et les gens, c'est un univers assez zinzin et hilarant où déjà il n'y a pas d'oiseaux, c'est des dinosaures. Il y a des petits dinosaures par contre. Je sais pas s'il y a des animaux, en tout cas pour le moment on voit juste des dinosaures. Et les gens sont des héros. Du coup ils ont un niveau de héros. Et genre il y a Rad, donc c'est le man bleu derrière qui est niveau 2. Et Enid qui est la meuf qui est niveau 3. Et Keo pour le moment il est niveau héros. Parce qu'il débute, mais il veut devenir un super grand héros. C'est très très drôle, c'est très très cool. Et donc dans Steven Universe on a eu beaucoup de représentations. Il faut savoir que c'est une série qui est profondément engagée. Rebecca Sugar a beaucoup fait aussi. Et d'ailleurs avec Jones Quartey, ils ont travaillé sur l'animation de pas mal de clips vidéo pour que ce soit pour des chaînes, pour de la promo, pour des associations, pour vulgariser au maximum des choses comme la transidentité, la non-binarité, l'intersexualité, le racisme systémique et tout ça. Et donc dans Steven Universe, on a beaucoup de personnages. On a personnages queer. Pareil, l'un des seuls personnages non-binaires cinéma d'animation. Donc Shep dans Steven Universe Future. Et puis Stevonnie dans Steven Universe qui est, je crois,
le premier personnage d'animation à utiliser des pronoms neutres. They, them. Et dans Okekeo Let's Be Heroes, on a aussi de la représentation. Alors Okekeo, je crois, c'est terminé avant Steven Universe. Mais on a donc on a des couples lesbiens et gays, on a des personnages queer. Ian Jones Quartey a aussi beaucoup lutté pour dénoncer le racisme et lutter contre le racisme. Donc c'est vraiment des personnes qui sont hyper engagées politiquement. Et c'est incroyable, vraiment, elles font un taf génial. Voilà. J'ai préparé un mini-jeu. Si vous voulez faire le mini-jeu avec moi. Enfin, s'il y a encore du monde sur le live, si je parle pas dans le vide. Dites-moi si vous voulez faire le mini-jeu. Ok. Alors, le principe c'est simple, c'est noté. Il faut relier chaque auteurice avec son personnage. Attention, il y a des pièges, ok? Donc, je vous remets les têtes de tout le monde. Ok? C'est parti. Allez, go! Il y a des faciles et il y a des durs. Vous n'êtes pas obligé de tout trouver, d'accord? Vous pouvez commencer en dire un et après on voit. Ok, Clara en sait 3. Qui dit mieux? Non mais en fait, dites combien vous en savez, c'est vrai que c'est malin. Et après on voit qui est le meilleur. Aurore en a 3. 4. Aurore en a 4. J'allais dire, moi je les ai tous, mais en fait c'est moi qui fais le jeu, donc c'est facile. Non, 5, purée, Aurore, tu gères. Juju, t'en as combien? Pour le moment, c'est Aurore qui gagne. Hein. « 5, je crois. Ok. Ok. Donc, bah... Vous voulez que je les dise? Ou vous voulez me dire lesquels vous avez et après, après on fait le... Après on fait le total. Ou alors je fais direct la soluce et on compte ensemble. Comme vous préférez. Bah oui, mais attends, fallait écouter, hein. Toi, tu veux dire, bah vas-y, Juju, dis ce que t'as. Si tu veux, tu peux venir et dire dans le micro ce que t'as. Alors, on aurait dit Rita Dana Terrace, Stan Alex Hirsch, le papa de Connie de Rebecca Sugar, la personne en rose à droite, c'est Johnson. Et où c'est le man de Rebecca. Ok, donc déjà c'est bon. Ida, c'est Dana Terrace. Bien joué. Et Ida, c'est la sorcière qui est tout à gauche. Vous savez quoi? On va reprendre avec la soluce parce que j'ai les solutions, d'accord? Ok. Donc, bravo. Dana Terrace et Ida, the old lady. Ida Clawthorne, de son famille. Donc, c'est un personnage de The Owl House. Ensuite, je crois que vous l'avez pas dit. C'est Nimona de Nate Stevenson.
Et du coup, la héroïne du webcomic et du roman graphique Nimona. Oui, regardez The Owl House et en particulier regardez pour Ida, The Old Lady, qui est vraiment un personnage absolument incroyable. Ok, je sais pas. Aurore avait vaguement Nimona. Ça compte pour 0,5. Ensuite, il y avait Pistil, qui est effectivement dessiné par Marie Boiseau dans La Grande Aventure de Pistil. Quoi, wow, t'as dit vaguement des noms. Non, mais. Ensuite, il y avait Kurapika de Togashi Yoshihiro. Bien joué. Ok, Aurore. Ben, ok, je te compte un point. D'accord, c'est bon. Je te compte un point, t'as raison. Je... je vais remettre le bot qui banne les caps lock pour me protéger. Ensuite, bien vu Aurore, en même temps, je l'avais présenté juste à la fin. Il y avait Keo, donc dessiné par Ian Jones Quartey. Ensuite, c'est Apolline, personnage préféré de Peste de Gauvin Manhattan. Lisez Peste, trop bien. Personne l'a eu. Ensuite, bon bah, quand même quoi. Taylor V. Ah oui, mais Aurore, il faut que tu lises Peste, tu vas adorer Apolline. Je pense que tu vas crusher très fort. Elle fait beaucoup la bagarre et elle tabasse tout le monde. Voilà. Juju, j'espère que t'avais Sailor V et Takeuchi. Parce que quand même, toi qui es fan de Sailor Moon. Ensuite, donc Aurore avait bon, c'est Grunkelstan de Souvenir de Gravity Falls, donc par Alex Hirsch. Ensuite, c'est le papa de Connie, Doug Maeshwaran. C'était un dur, parce que j'ai pas pris le personnage principal. Je me suis dit que c'était trop facile. Donc je me suis dit, qui est-ce que je peux prendre de très random? Et j'adore le père de Connie, que je trouve très attachant. Et donc en dernier, c'était Kelsey, la Kelsey de la fille de la mère. Ça pour le coup, c'était très très dur. Le père de Sour Cream, ça aurait été bien obscur. Ouais, de ouf. Comment imagine. Marty, ça s'appelle. Mais du coup, j'avais déjà des durs. Parce que là, vraiment, c'était. Fallait reconnaître soit le style graphique de Molinox Ostertag, soit la Selkie de la fille de la mère, donc assez galère. Donc, effectivement, il y avait deux pièges qui étaient Sacha Wainwright, qui est la meuf blonde de Amphibia, et Courtney, qui est même pas vraiment Courtney, qui est la jumelle maléfique de Courtney dans Dead End Paranormal Park. Voilà. C'est la fin de ce live people, c'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain mardi. Ce sera bientôt le week-end. Et bah vous compterez vos points. Et en plus ça tombe très bien parce que vu que vous êtes mes colocs, tout le monde est dans le salon. Donc je vais pouvoir descendre pour voir qui avait tout bon et qui avait pas bon. Très content que vous ayez été là pour faire le jeu. Je suis très content d'avoir fait un jeu. Bon, et du coup j'aurais fait un live pas de 2 heures mais d'1h30. Je finis pile à la bonne heure. Et je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour des Lego Spider-Man. Ça va être bien. On se retrouve à cette heure-là, ça va être cool.
Bisous tout le monde.